Quand les feuilles sont tombées, on aperçoit plus facilement les oiseaux qui nous entourent, surtout si on installe une mangeoire sur son balcon ou dans son jardin. L'occasion de donner un coup de pouce à nos amis à plumes, tout en ayant le loisir de les observer de près et d'apprendre à les reconnaître. Je trouve que observer les oiseaux sans se demander ce que c'est un petit peu regarder comme une bibliothèque sans savoir lire. Qui sont ces oiseaux qui vivent juste à côté de chez nous? On prend le temps de les observer ce mois-ci dans Genève Grandeur Nature. Nourrir ou ne pas nourrir les oiseaux? La question se pose souvent. S'il n'est pas recommandé de donner à manger à nos passereaux toute l'année, en hiver, le geste est apprécié. Pour les mangeoires, je vois deux points qui sont importants. Le premier, c'est pour les oiseaux eux-mêmes, et le deuxième, c'est pour nous les humains qui les observons. Alors pour les oiseaux, je dirais qu'une mangeoire, ce n'est pas essentiel. Par contre, ça peut aider les oiseaux, c'est un coup de pouce qu'on leur donne et qu'on devrait leur donner qu'en hiver. Idéalement, quand le sol est gelé, quand il fait froid, s'il y a de la neige, c'est vrai que ça peut aider les oiseaux à se nourrir. Et le deuxième point, pour les humains, pour les observateurs, là par contre, je pense que ça a peut-être presque plus de sens parce qu'il y a clairement un aspect pédagogique qui est très chouette. On peut avoir un petit guide, ça coûte pas cher, et on peut aussi identifier les espèces, il y a un côté ludique pour les enfants comme pour les adultes. Et je pense que le fait de mieux connaître les espèces, eh bien, inévitablement, ça nous donne envie de les protéger. Durant l'hiver, quelques graines et un peu d'eau feront le bonheur de nos voisins à plumes. Les mangeoires, idéalement, il faudrait qu'on puisse les nettoyer facilement, qu'il n'y ait pas trop d'excréments dedans. On ne va pas y mettre non plus nos restes de nourriture, donc on va mettre vraiment que des graines qui sont adaptées pour les oiseaux. On va éviter certains mélanges de graines qui ont des graines exotiques par exemple, voire certaines graines qui vont donner des plantes qui sont invasives ou toxiques. Mais ça, normalement, ça peut être indiqué chez les revendeurs. Une fois l'installation prête, il suffit de patienter un peu pour que les premiers visiteurs pointent le bout de leur bec. Observer le balai des allées et venues permet de se familiariser avec les espèces les plus communes. Ici, on est dans un environnement très favorable, mais je dirais que même en centre-ville, les espèces qu'on peut voir, même dans les endroits les moins favorables, ça va être, donc à la mangeoire, ça va être les mésanges. La mésange bleue et la mésange charbonnière, elles ont cette particularité, c'est que les deux, elles sont un peu jaunes dessous. Donc les gens, des fois, les confondent, il faut plutôt regarder la tête. Donc, la mésange charbonnière, c'est cette joue blanche avec du noir sur le dessus de la tête. Et puis, alors que la mésange bleue, ben, elle est aussi jaune dessous, puis elle a des lignes bleues sur la tête. Et pour revenir à la mésange charbonnière, on peut identifier les mâles des femelles en regardant la poitrine. C'est-à-dire que sur le devant de la poitrine, vous avez chez les mâles une espèce de grande ligne noire qui va en s'élargissant entre les pattes. Alors que chez la femelle, cette ligne noire, cette espèce de cravate, comme on dit, elle descend et se fond un petit peu au fur et à mesure qu'elle descend vers les pattes. Après les mésanges, un autre passereau coloré profite volontiers de la mangeoire. Avec ses airs de clown, on le reconnaît facilement. C'est le chardonneret élégant. Un oiseau qui est relativement coloré, avec du rouge, du jaune très très vif, et du blanc et du brun, et le bec blanc, c'est une particularité du chardonneret, il a le bec blanc. Alors là aussi, différencier les sexes, c'est vraiment pas facile. Un critère, c'est la couleur des, pour vous dire c'est subtil, la couleur des poils, enfin c'est des plumes, mais qui ressemblent à des poils qui sont autour du bec, et qui sont vraiment noirs, très noirs chez le mâle et plus gris chez la femelle. Des détails qu'on peut toutefois tenter d'apercevoir grâce à cette proximité qu'offrent les mangeoires. J'encourage vraiment les gens à essayer d'identifier ces oiseaux qu'ils voient sur leur balcon, parce que savoir ce que c'est, ça change un peu tout, de savoir que c'est un chardonneret ou qui est un oiseau qui niche pas forcément à côté de chez vous, ou par exemple si c'est par exemple un pinson du Nord qui est un oiseau qui vient de Scandinavie, que c'est une mésange qui est un oiseau cavernicole qui niche dans des trous, ce qui n'est pas le cas du pinson, etc. Donc c'est tout un monde qui s'ouvre. Et puis je trouve que observer les oiseaux sans se demander ce que c'est un petit peu regarder comme une bibliothèque sans savoir lire. Donc c'est important de savoir les identifier. Observer les oiseaux sur son balcon, même en ville, n'est pas impossible, pour autant qu'il y ait un peu de verdure aux alentours. Toutes ces espèces qu'on peut observer en hiver, même sur les balcons, c'est quand même des oiseaux qui sont en général liés à la végétation, à des arbres, des buissons. La fréquentation de votre mangeoire va beaucoup dépendre de l'environnement plus ou moins immédiat de votre balcon. Donc ici, c'est un cas assez idéal avec une très jolie haie, avec même des relativement vieux arbres.
Les haies arbustives vont grandement favoriser la présence des oiseaux en leur offrant abri et garde-manger. C'est pour cette raison que les membres du groupe des jeunes de nos oiseaux se mobilisent pour planter des haies sur des parcelles privées. Ce genre de haies, où on y favorise des essences épineuses, pas trop hautes, et puis avec un port assez dense, ça leur permet justement d'avoir un endroit sécurisant et puis adapté pour leur nidification. Et puis aussi évidemment pour trouver de la nourriture en quantité. Il y a par exemple l'épine noire, donc Prunus spinosa, ça va vraiment faire un port très dense avec des sortes d'épines et puis qui fait une très grosse floraison qui est hyper attractive pour les insectes au début du printemps. Et à l'automne, il fait des baies qui sont consommées par les oiseaux. Sinon, il y a également l'herprin qui est lui aussi a un port bien ramifié qui lui devient un peu plus haut, donc apporte une structure un peu plus arborée à la haie. Donc, ce qui est très intéressant de varier les étages de la strate de la végétation. Après, il y a le très connu églantier, donc qui lui offre aussi une bonne protection avec tous ses aiguillons et qui, même chose, fait des fruits, donc les cynorrhodons qu'on connaît bien. Bêche à la main, les jeunes s'activent pour planter les 300 arbustes prévus sur cette parcelle. Donc on plante des haies avec des essences indigènes et ça va favoriser certains milieux pour les oiseaux, notamment les oiseaux des champs qui sont un peu en disparition, comme le tarier-pâtre, le bruyon zizi, la pigrièche écorcheur, qui avec l'intensification des cultures sont de plus en plus menacés. Ce qui me plaît, c'est vraiment, en dehors du groupe, je connais vraiment peu de gens qui apprécient la nature et moi j'aime beaucoup par exemple le domaine animalier. Et donc c'est vraiment les rencontres avec les personnes, apprendre des choses parce qu'il y a toujours des personnes qui s'y connaissent mieux. Et donc c'est vraiment on peut sortir et puis être avec les gens, être avec la nature et les animaux. Grâce à la motivation du groupe des jeunes de nos oiseaux, cette parcelle arborera dans quelques années une jolie haie dense, idéale pour accueillir tout un cortège d'oiseaux. C'est très bien comme vous plantez là, c'est nickel. Tac, ok, on peut aller reprendre la terre. D'habitude, nous on fait une sortie par mois pour que les gens viennent découvrir la vie faune soit de la région genevoise ou plus loin en Suisse. Et en parallèle, on fait aussi ce genre d'actions qui sont afin de favoriser les oiseaux dans nos régions. Donc il ne faut pas hésiter si des gens sont intéressés à soit venir rejoindre l'association pour essayer de découvrir la vie faune, ou bien dans l'autre sens, si vous connaissez des gens qui ont du terrain, que ce soit vos grands-parents, des voisins ou autres, qui pourraient être intéressés par ce genre de projet, il ne faut pas hésiter à nous contacter. La présence d'arbres et de haies dans les jardins favorise la venue d'oiseaux parfois peu communs qu'on peut avoir la chance d'observer à la mangeoire. Dans ce genre d'environnement, on va peut-être plus trouver des espèces soit migratrices carrément, qui se baladent dans la campagne. Par exemple, typiquement les pinsons. Vous avez le pinson local qui est le pinson des arbres, qui est un très joli oiseau. Et puis vous avez aussi, alors au cœur de l'hiver, le pinson du nord qui peut venir. Alors les deux se différencient. Le pinson du nord est un peu plus coloré, puis il a la tête toute noire. Alors que le pinson de chez nous, le pinson des arbres, a la tête plus grise avec des teintes un peu rosées comme ça, le mâle. Sinon, alors il y a aussi un oiseau qui est assez sympathique qu'on peut observer dans les mangeoires, c'est la citelle torche-peau. Alors qu'on reconnaît en général facilement puisque c'est le seul oiseau qui monte et qui descend le long des troncs. Mais à la mangeoire, on ne voit pas ça, mais c'est un oiseau qui est assez facile à reconnaître. Donc il est gris dessus avec un bandeau noir sur l'œil, puis un peu, on va dire, rouge brique sur les flancs. Parmi les espèces migratrices qui peuvent être tout à coup relativement abondantes, il y a le tarin des zones qui peuvent localement nicher chez nous, mais qui viennent aussi alors en masse pendant l'hiver. Et donc c'est un petit oiseau, il pèse 12 grammes, hein, donc c'est le poids d'un godet de crème à café, hein, donc c'est vraiment petit. Et ces tarins se nourrissent, ont un bec adapté pour se nourrir dans les aules, donc l'arbre, qui ont un fruit qui ressemble un petit peu à une petite pive, et ils ont un bec aplati pour aller prendre les graines à l'intérieur. Mais ils viennent aussi dans les mangeoires. Mais plus encore que de nourriture, les oiseaux manquent souvent de cavités naturelles pour faire leur nid. L'installation de nichoirs dans son jardin répond à un réel besoin. Les nichoirs ont un vrai rôle écologique qui est important pour les oiseaux. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est qu'il y a de moins en moins de cavités que les oiseaux peuvent utiliser parce que les vieux arbres sont coupés. Donc il y a un entretien qui est fait et du coup
voilà, il y a aussi une crise du logement chez les oiseaux. En fonction du diamètre ou de la forme du trou d'entrée, les nichoirs seront adaptés à différentes espèces. Plusieurs associations proposent des conseils pour une installation optimale. Concernant l'emplacement du nichoir, il est là aussi très important, non seulement la hauteur où on va le mettre, qui est important pour telle ou telle espèce. Typiquement les mésanges entre 3 et 5 mètres de hauteur. Si c'est pour une chouette-hulotte, on va le mettre beaucoup plus haut. On va essayer de l'orienter vers le sud, sud-est, idéalement à l'abri des intempéries. On va essayer de le mettre sur un arbre qui n'ait pas trop de branches directement devant l'orifice, là aussi parce qu'un chat pourrait venir et attraper l'oiseau au moment où il essaye de rentrer. Donc voilà, il y a un aspect de protection à ce niveau-là. À l'arrivée du printemps, il est recommandé de ne plus nourrir nos voisins à plumes. Mais grâce aux nichoirs, il est encore possible de les observer au quotidien et de voir grandir leur progéniture. Alors un petit mot sur les oiseaux tombés du nid. On reçoit beaucoup d'appels à ce sujet-là. Il faut savoir que dans beaucoup de cas, c'est un phénomène naturel. Il y a des oisillons même, très jeunes, encore nus, qui vont tomber, ils mourront. Ça, c'est un phénomène qui est naturel. En revanche, on peut aussi trouver des oiseaux qui sont déjà bien formés, qui ont déjà leurs plumes par terre. Et là, je dirais le meilleur conseil, c'est de ne pas les toucher parce qu'ils peuvent encore être nourris par leurs parents. Et la meilleure solution, de toute façon, dans tous les cas, si vous avez une question, c'est d'appeler le centre ornithologique à Gentot et ils vous donneront les conseils qu'il faut. Pour encourager les propriétaires à rendre leur jardin plus accueillant pour la biodiversité, le canton a imaginé le projet 1001 jardins plus vivants qui dispense conseils et soutien pour réaliser des actions en faveur de la biodiversité. Cette année, la phase pilote du projet se déroulera exclusivement sur la commune de Tonnay. Et maintenant, si on sortait grandeur nature? Chaque mois, le portail dansmanature.ch vous emmène dans la nature. En mars, on vous présente l'aune noire. Appelé verne par les Gaulois, cet arbre est à l'origine du nom des Vernets, bien connu des Genevois. Il se plaît dans les marécages et son bois ne pourrit pas dans l'eau, mais il rougit au contact de l'air. L'aune produit des fruits dont raffole en particulier un oiseau qui porte son nom, le tarin des aunes. On peut le voir en fleurs à la fin de l'hiver, comme ici dans la réserve de Prébordon. Où aller, que voir, que faire? Pour découvrir la nature à Genève, je me retrouve dans ma nature.